Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle bibliose. J'ai le plaisir d'introduire le docteur Dagorn qui va nous parler d'utilisation de la troponine T high sensitivity dans la stratification du risque de l'amyloïdose à transthyrétine wild type. Bonjour à tous. Alors, ça y est, vous voyez ma présentation. Alors, c'est pas la troponine T. Pour changer, ça va être la troponine I. Euh, Pardon. Bonjour à tous. Merci à Thibaut et Olivier pour l'invitation et puis à Clotilde pour l'organisation. Donc, oui, effectivement, j'ai choisi de vous présenter un article qui s'est intéressé à l'utilisation de la troponine I pour la stratification du risque chez les patients avec amylose à transthyrétine sauvage. Du fait du développement des nouvelles thérapeutiques, la stratification du risque chez ces patients avec amylose à transthyrétine sauvage demeure plus que jamais cruciale. Alors, de nombreux paramètres ont été étudiés. Les données échographiques sont décevantes. Et par contre, ce sont essentiellement les marqueurs biologiques qui ont été le plus validés, et en particulier dans des systèmes de stadification qui ont utilisé une combinaison de différents paramètres, notamment l'association troponine T et NT-proBNP, et puis l'association NT-proBNP avec débit de filtration glomérulaire, donc dans la classification NAC. Dans cette étude, les auteurs ont voulu évaluer la valeur pronostique de la troponine I chez des patients avec amylose à transthyrétine sauvage, puis d'identifier le seuil pronostique qui pouvait être ensuite intégré dans un système de stadification. Il s'agissait d'une étude rétrospective, observationnelle, multicentrique. La troponine I a été mesurée au moment du diagnostic, donc chez des patients stables cliniquement et avant tout, le début de tout traitement spécifique de la maladie. La troponine I a été mesurée avec trois dosages différents, Abbott, Beckman et Siemens. Les cohortes Abbott et Beckman ont été analysées séparément avec des résultats superposables, ce qui fait qu'ils ont été poolés pour une analyse combinée. Et puis le seul pronostic défini a été ensuite analysé avec la cohorte Siemens. Le critère principal, c'était la mortalité à 18 mois. Les caractéristiques de la population, rien de très étonnant, des patients âgés, 75 à 80 ans en moyenne, essentiellement des hommes, avec quand même une forme évoluée puisqu'ils avaient déjà un septum à 18 mm à l'inclusion. Sur les données biologiques, essentiellement, la plupart des patients avaient une fonction rénale conservée. Ils ont eu un dosage des peptides natriurétiques, alors c'était soit du NT-proBNP, soit du BNP, avec des taux qui étaient modérément augmentés, et puis le dosage de la troponine I à l'inclusion. Les résultats, les auteurs ont montré que dans les groupes Abbott et Beckman et dans la cohorte combinée, que la troponine I était un excellent marqueur pronostic sur la survie, avec un seuil à 80 nanogrammes par litre, avec une sensibilité à 86%, une spécificité de 67%. Ils ont ici utilisé la troponine I dans des analyses multivariées sur la mortalité, avec différents modèles, incluant des critères cliniques, biologiques et échographiques. Et ils ont montré que la troponine I, avec le seuil à 80 nanogrammes par litre, était un marqueur pronostique dans toutes ces analyses, avec une excellente valeur pronostique. Les autres paramètres qui ressortaient le plus souvent étaient le débit de filtration glomérulaire abaissé à moins de 45 millilitres minute, et puis l'âge à l'inclusion. Par contre, le dosage des peptides natriurétiques, de façon surprenante, ne sortait pas comme marqueur pronostique. Ils ont ensuite utilisé ce dosage de la troponine I dans un système de stadification en y associant les peptides natriurétiques avec des seuils pour le NT-proBNP à 3000 et pour le BNP à 250. Et donc, ils ont séparé les patients en trois groupes en montrant qu'il y avait une différence largement significative sur le pronostic entre ces trois groupes. Donc, avec un meilleur pronostic chez les patients qui avaient une troponine et un peptide natriurétique bas. Par contre, ils ont comparé sur les analyses la valeur pronostique des différents dosages. Et en fait, ils n'ont pas montré de véritable différence significative, que ce soit l'utilisation de la troponine I seule, ou l'association troponine I et peptide natriurétique, ou l'association débit-filtration glomérulaire et peptide natriurétique. C'est donc la première étude qui a montré la valeur pronostique de la troponine I dans la amylose à transthyrétine sauvage. Ça avait déjà été montré dans l'amylose AL. Il n'y avait pas eu de différence significative entre les trois dosages, avec juste un taux un tout petit peu plus élevé pour le test Siemens à 90. Mais en tout cas, les analyses ont donné des résultats superposables, quel que soit le test. Donc ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même moins de variabilité pour les seuils par rapport à la troponité.
Et puis un autre élément qui serait intéressant à prendre en compte, c'est que la troponine I est moins influencée par les pathologies rénales que la troponine T. Donc, ce serait peut-être plus pertinent de l'utiliser chez un patient avec amylose à transthyrétine sauvage, dans lequel la dysfonction rénale est fréquente. Et le dernier élément, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé donc, de différence dans la valeur pronostique des différents critères biologiques, ce qui est un petit peu étonnant, mais ça voudrait dire qu'il n'y a pas de critère meilleur qu'un autre. Les limites de cette étude, c'est une analyse rétrospective, donc avec les limites inhérentes. Il n'y a pas eu de comparaison entre la troponine I et la troponine T. Et il n'y a pas eu non plus de système de statification en utilisant les trois paramètres principaux, donc la troponine, le BNP et le débit de filtration glomérulaire. J'ai retrouvé une étude japonaise qui l'avait analysée avec les trois facteurs qui s'est avérée positive. Et puis, il n'y a pas eu d'évaluation de la valeur pronostique de mesure répétée de la troponine. Donc, c'était uniquement la troponine à l'inclusion qui a été utilisée. Donc, pour conclure, la troponine I est un puissant et indépendant prédicteur de mortalité chez les patients avec amylose à transthyrétine sauvage. Il peut être utilisé comme facteur pronostic de la même façon que la troponine T, donc avec un seuil à 80 nanogrammes par litre. Mais il y a certainement encore besoin de nouveaux marqueurs pronostiques avec peut-être des mécanismes physiopathologiques différents. Et peut-être que l'hépatocyte growth factor aurait sa place dans cette évaluation pronostique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc moi, j'aurais une question déjà pratique. Est-ce que c'est un dosage que vous faites dans votre centre régulièrement? Alors en fait, c'est centre dépendant, évidemment. Nous, on est à la troponine T. Euh, non, on n'utilise qu'un seul dosage. On n'a pas le choix des dosages. Euh, la troponine T. Donc, ça, je pense que c'est centre dépendant. Voilà. Parce que nous, c'est vrai que c'est troponine T aussi et on n'a pas trop d'expérience, effectivement, de recul sur ça. Mais c'est intéressant de pouvoir le doser finalement chez ces patients-là. Et après, c'est vrai que ce qui manque surtout, c'est le suivi et la réponse au traitement, puisque maintenant, on a quand même pas mal d'avancées sur les thérapeutiques. Et ce qu'on ne sait pas, c'est quel patient sera répondeur ou non à une prise en charge classique par stabilisateur. Et du coup, c'est vrai que la cinétique de ces marqueurs biologiques pourrait être intéressante pour avoir des arguments pour un échappement thérapeutique éventuel. C'est évident. Ouais. C'est dommage qu'il y ait eu que la valeur à l'inclusion et qu'il n'y ait pas eu des dosages. Effectivement, c'est un élément très intéressant de suivre l'évolution autant des péptides que de la troponine. La troponine. Est-ce que tu as une idée pourquoi le NT-proBNP ne sort pas? C'est une question de Thibaut. Bon, c'est étonnant dans les analyses multivariées. Donc, soit les modèles, des patients. On n'entend plus bien. Non, je ne sais pas. Effectivement, j'ai été surpris. Alors, ils ont mélangé des patients avec du NT-proBNP, du BNP. Alors, est-ce que ça a perturbé les analyses? Effectivement, c'était un petit peu surprenant ce résultat. Pour revenir, en fait, c'est le laboratoire qui décide du kit de troponine, en fait. Je ne sais pas si on peut avoir les deux, en fait. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau du laboratoire. Ça doit être une demande spécifique. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont, la troponine. Nous, on l'a sur l'Oncopole, là, sur l'autre établissement d'Onco, où ils font de la troponine I et on fait parfois les deux, pour le coup, s'il y a une élévation de troponine sur des toxicités d'immunothérapie ou autre. Donc, on a la troponine I dans ce contexte. Et c'est cohérent, enfin, il n'y a pas de différence. Alors, si, il y a quand même des élévations plus importantes et moins spécifiques d'une cardiopathie sur la tropo I, surtout sur des patients qui ont une néoplasie avec tout un tas de problématiques sepsiques ou autres. Mais sur la population d'amylose, non, on n'a pas de recul sur ça. Ah, le seuil, il n'était pas très élevé. 80, c'est vraiment une valeur basse. C'est vrai que c'est très. Et Thibaut demandait si les patients étaient traités par Tafamidis.
Non, au départ, non, non, parce que c'était avant l'introduction des Le traitements. baseline. Après, ils ont regardé, ils ont fait des analyses, avec les patients qui étaient traités. Et ils montraient que la valeur pronostique perdurait, donc même alors que c'était que le dosage à l'inclusion. Donc, on fait en plus des analyses supplémentaires chez les patients traités au cours de que c'est quand même comme facteur pronostic, juste cette troponie. Et sinon, en fait, Et ils évoquaient pas le fait qu'il soit coronarien ou non, finalement. Bon, a priori, on n'est pas donné là-dessus. généralement, ils ont une couro sur l'élévation de tropo, de toute façon, mais Ouais, enfin, il est élevé, il est pas bien. C'est pour ça, à chaque fois que je fais un bilan biologique en vie, je reçois les coups de fil du laboratoire ou du médecin traitant. mm. C'est vrai que dans Bon. IR, c'est différencié. On peut renseigner le I et le T. Donc, c'est peut-être qu'il y avait, de la part des concepteurs, une importance, parce que moi, je pensais que c'était équivalent. Donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a quand même des particularités pour la I. Je suis sûr, c'est que la troponie est quand même moins Mm. influencée qu'à l'influence. Pas non. Moins que la troponie. Il y a une attitude à accepter aujourd'hui pour les études qui ont multicentriques, c'est de prendre la borne et de voir à combien de fois la borne, en fait, la troponine est élevée. Et puis, bah, pour certaines cardiopathies, c'est pour des bornes à 1,5 ou 2 fois, ce qui correspond à peu près aux 80 là, parfois. Là. Et ça permet de mélanger les tropos T et les tropos I dans les gros sports, quoi. Typiquement comme dans IR, hein, je pense. Ça. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser si on l'a. Donc, c'est probablement aussi bien, voire mieux que entre des Ok. dépendants. Eh ben, si on n'a pas d'autres questions, on peut peut-être passer au deuxième topo, même si on est un peu en avance. Donc c'est du coup c'est le professeur Loïc Bière du CHU d'Angers qui va également parler d'un marqueur biologique dans l'amylose, mais un marqueur moins connu. Donc je te Ouais. laisse prendre la Oui. parole. Et Joël, il faut que tu rendes le partage d'écran. Ah, Ça marche.